Spécialiste des dérives sectaires et j'en suis d'autant plus reconnaissant d'avoir été invité aujourd'hui puisque au fond, si j'ai bien compris, le projet des organisateurs, c'est de me confronter à un questionnement, c'est est-ce qu'il peut arriver que des médecins diplômés, à leur propre insu, se livrent à des manipulations. Il y a des manipulations comparables à celles que l'on peut observer dans certaines sectes ou dans certaines dérives thérapeutiques, pour reprendre la distinction du précédent orateur. Alors, pour essayer de vous livrer déjà quelques données expérimentales, je voudrais vous rappeler une étude qu'on ne pourrait plus faire sur le plan éthique aujourd'hui, mais qui est intéressante. Vous prenez deux sujets sains, qui n'ont jamais pris de drogue de leur vie. Et puis, vous leur dites, on va se livrer sur vous à une expérience tout à fait originale. On tire au sort, il y en a un des deux qui prend du LSD, et l'autre prend du placebo de LSD. Et puis ensuite, on les met dans un environnement un peu dans la pénombre, et on les filme. Ça a été fait. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les deux sujets qui ont fait une expérience psychédélique d'enfer, complètement délirant, halluciné, les deux totalement, mais vraiment un trip pas possible. On les sort de la pièce au bout de 3-4 heures, puis on leur dit, voilà, il y en a un de vous deux qui a eu un placebo, puis l'autre qui a eu du LSD. Et demain, on va faire l'inverse, ce qu'on a fait. C'est-à-dire, celui qui a eu du placebo de LSD a eu du LSD, et celui qui a eu du LSD, il a eu du placebo de LSD. Et le lendemain, aucun des deux n'a eu le moindre symptôme. Rien. Ils se sont emmerdés pendant 3-4 heures dans la caméra. Pas de délire, pas de trip, pas de psychédélique, pas possible. Ce qui montre bien que finalement, le message qui a été donné avant l'expérience, la croyance du sujet en l'efficacité d'une drogue, la force de conviction du thérapeute, la peur du ridicule aussi, parce que se mettre à délirer si on a eu du placebo, ça craint un peu quand même. Bref, tout ça fait que le LSD, ça a été rien du tout par rapport à tous ces facteurs psychologiques. Alors vous me direz, bon, ben là d'accord, on est dans des trucs plutôt de psy. Est-ce que vous me montrez quelque chose d'évident? Est-ce que, au fond, une manipulation mentale peut avoir un effet biologique, mesurable, sur des animaux de laboratoire? Parce qu'en fait, on sait bien que le rat de laboratoire, en ce qui concerne le complexe d'Édipe et les événements de vie, il est quand même assez modeste. Hein, ils sont assez quand même calibrés, ces petites bêtes-là. Donc il y a eu des études qui ont été faites assez intéressantes. Vous prenez par exemple des rats de laboratoire, et puis vous leur faites une incision sur le sommet du crâne avec un bistouri septique, sale, hein, que vous avez trempé dans un truc un peu dégueulasse juste avant. Sous anesthésie générale, vous le faites ça. Hein. Quand même, il faut être éthique. Donc vous l'anesthésiez, vous lui faites une incision sale sur le sommet du crâne, vous lui mettez un gros pansement bien visible, et vous le réveillez. Et une semaine après, vous mesurez les globules blancs, comme c'était ça, il y a une augmentation du nombre de globules blancs bien naturel pour que ce petit animal se défende contre les microbes. Vous refaites l'expérience 3 fois. Anesthésie, incision sale, gros pansement. Et puis la 4e fois, anesthésie, pas d'incision, gros pansement. Et les globules blancs qui se multiplient pareil. L'animal convaincu qu'il a eu une incision avec un bistouri sale, alors qu'il n'a rien eu du tout, va fabriquer des globules blancs pour se défendre contre une infection qui n'existe pas. Donc vous voyez qu'on peut même filouter les globules blancs à partir du moment où on est capable de faire la bonne manipulation au bon moment. Alors on peut aller un petit peu plus loin encore. Vous prenez toujours, j'espère qu'il n'y a pas trop d'âmes sensibles en ce qui concerne les animaux de laboratoire dans la salle, mais je pense quand même que c'est utile. Vous prenez encore des rats, et vous leur injectez une tumeur cancéreuse. Et cette tumeur cancéreuse, vous l'injectez de manière à ce que 50% des animaux rejettent la tumeur
et que 50%, ben, le cancer se développe. Ensuite, vous tirez au sort vos animaux, premier lot de drap, vous le mettez dans une cage, ce qu'on appelle un groupe contrôle, vous leur foutez la paix, ils vivent tranquillement, si on peut dire, leur vie de rat de laboratoire. Deuxième lot, vous le mettez dans une cage, le fond de la cage, c'est un grillage, relié à une gégène, qui balance des chocs électriques douloureux dans les pattes, il ne sait pas combien de temps ça va durer, et il ne sait pas quand c'est fini, quand ça va reprendre. Il n'a aucun contrôle sur le stress douloureux. Troisième lot de drap, même cage, même dispositif, il prend les mêmes pêches dans les pattes, mais il a une petite manette, et ils apprennent vachement vite, qui lui permet d'interrompre le choc chez lui et chez les petits copains du groupe 2. Donc vous voyez que le groupe 2 et le groupe 3, ils ont exactement la même quantité de stress douloureux électrique. 2, ils n'y peuvent rien, les malheureux. 3, ils contrôlent complètement la situation. Au bout d'un mois, on sacrifie tout le monde. Comme prévu, le groupe numéro 1, 50% de rejet de la tumeur. Hein, c'était ce qui était prévu, c'est ce qui est codifié. Groupe numéro 2, stress douloureux non contrôlable. On n'a que 26% de rejet de la tumeur. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le stress douloureux infligé sans contrôle est cancérigène. Ce qui avait déjà beaucoup choqué tout le monde à l'époque. Mais où c'est le plus étonnant, c'est que dans le groupe numéro 3, stress douloureux contrôlé, il y a 64% de rejet de la tumeur. Ça veut dire qu'un stress douloureux contrôlable est anti-cancéreux. Là, vous voyez qu'on est dans le biologique. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des rats de laboratoire, il y a des analogies qui sont parfois hasardeuses, mais quand même, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est quelles sont les chances de survie d'une femme à qui on trouve un cancer du sein. À grade égal, à évolution égale, à dangerosité égale. Qu'est-ce qui permet de dire celle-ci elle a des chances de s'en tirer, celle-ci elle a moins de chances de s'en tirer? Eh bien, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites et qui ont montré que c'est en réalité la réaction au moment de l'annonce du diagnostic. Hein, si on est caricatural, je suis obligé d'être caricatural pour aller un peu vite, il y a deux groupes de femmes, il y a celles qui s'effondrent en disant je suis foutu, il n'y a plus rien à faire, autant mourir tout de suite, c'est râpé pour moi. Puis celles qui disent je vais me battre, moi j'ai encore des choses à faire sur cette planète, vous allez voir docteur, on va faire équipe tous les deux, et je vais m'en tirer. Et on sait bien, c'est évident, que celles qui ont le fighting spirit, comme disent les Américains, celles qui se battent, ont nettement plus de chances que les premières qui ont nettement moins de chances de s'en tirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un stress, l'annonce d'un diagnostic quand même un peu lourd. Dans un cas, on a le sentiment qu'il n'y a pas de contrôle, c'est foutu. Et dans l'autre sens, je vais contrôler, on va faire équipe. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire que de la manière dont le médecin va être capable de partager non seulement sa connaissance du cancer, mais également de partager les risques, les chances de s'en sortir, les effets secondaires, bref, de donner une information correcte, eh bien de la manière d'annoncer le diagnostic et de monitorer le traitement, non seulement c'est éthique de partager son savoir pour un médecin de nos jours, mais en plus techniquement il augmente les chances de survie de sa patiente. Alors tout ça pour vous dire qu'en fait, en fonction de sa pratique médicale, le médecin va induire ou non un effet placebo, puisque l'effet placebo c'est l'écart entre ce qui est attendu et ce qui est observé. Par exemple, madame, vous avez mal aux dents, je vous donne de l'aspirine. Si je le fais avec talent, franchement, cette aspirine va vous faire beaucoup de bien. Normalement, l'aspirine, ça marche au bout de 20-25 minutes pendant 3 heures. Si je fais avec talent, dans 5 minutes, vous n'avez plus mal et ça va durer 4-5 heures. L'effet placebo, c'est ça. Si je suis mauvais, si vous ne me croyez pas, si je ne vous convainc pas, si moi-même je n'y crois pas, eh bien non seulement ça ne va pas bien marcher, mais en plus vous allez faire un ulcère à l'estomac. Ça, c'est l'effet nocebo. Je nuirai. Placebo, c'est je plairai. Ce qui a été bien montré maintenant, c'est que l'effet placebo, c'est-à-dire la conviction partagée en l'efficacité d'un traitement, modifie non seulement des paramètres psychiques, comme la douleur, l'insomnie, mais également des paramètres biologiques. Le nombre de globules blancs, le taux de cholestérol, la tension artérielle sont modifiés, parfois à très long terme. Il y a des études de plus d'1 an sur des contrôles d'hypertension artérielle légère, certes, simplement par la conviction. Donc à partir de là, on pourrait se dire, qu'est-ce qui va faire
que le médecin va être dans une pratique correcte, c'est-à-dire se servir de son charisme, de sa conviction, de sa capacité relationnelle pour améliorer l'efficacité de ce qu'il va prescrire, ce dont personne ne va se plaindre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'à un moment, il pourra peut-être aller un peu loin et qu'il va basculer du côté des charlatans. C'est-à-dire bluffer, influencer, proposer des traitements inefficaces en y croyant lui-même et avoir donc des résultats étranges. Alors c'est vrai que cette discussion entre effet placebo et charlatanerie est une vieille discussion. Hein. Si on regarde par exemple les évangiles, notamment l'évangile selon Saint Jean, et qu'on regarde les pratiques de Jésus, on sait que lui s'est surtout intéressé à l'ophtalmo, beaucoup en dermato aussi, mais c'est surtout l'ophtalmo qui l'intéressait. Et en général, quand il avait une cécité acquise, il faisait simplement une imposition des mains, un peu de magnétisation, et ça marchait. Et puis une fois, selon Saint Jean, il y a un aveugle qui est arrivé, qui était aveugle de naissance, précise le texte. Et là, apparemment, ça paraît plus compliqué au Messie. Alors, il utilise une autre technique, vraiment de placebo-thérapie, c'est-à-dire qu'il crache par terre, avec la poussière, il fait un peu de boue, il en fait un emplâtre, et il l'applique sur les yeux. Va-t'en te laver les yeux à la fontaine de Siloé, et tu m'en diras des nouvelles. L'aveugle va à la fontaine de Siloé, il se lave les yeux, il revient et il dit « Je vois les hommes flous, un peu comme des arbres qui marcheraient. » Et là, je trouve c'est extraordinaire, et j'en parle avec beaucoup de respect, bien entendu, mais Jésus, donc Dieu, il se dit « Ça n'a pas bien marché ce coup-ci, on va recommencer un deuxième coup. » Donc le Sauveur, Dieu, recommence le truc, il recrache par terre, il refait son emplâtre, il remet le truc, va à la fontaine de Siloé, vas-y, ah maintenant ça marche, je vois bien. Donc vous voyez que même Jésus est obligé de s'y reprendre à deux fois, en utilisant un médium qui est la boue, fait avec sa salive, pour arriver à ses fins. Alors bien sûr, on peut dire que Jean était un peu jeune quand il a assisté à ça, qu'il était un peu naïf, mais quand même ça fait poser un certain nombre de questions. Donc, au fond, la question c'est, puisque la médecine, depuis le Code d'Hammurabi, le papyrus d'Hébert, c'est-à-dire 2500 avant Jésus-Christ, en gros, hein, la Mésopotamie, l'Égypte, la médecine, jusqu'au XXe siècle, n'a eu à sa disposition que des placebos. Hein. Sur les 750 substances listées dans le Code d'Hammurabi, le Code papyrus d'Hébert, hein, qui vont du sabot d'âne pulvérisé et grillé jusqu'au liquide spermatique de grenouille putréfié, ce qui va être difficile à extraire. Bon, il ne reste pas grand-chose. Il reste une seule substance de cette époque-ci, c'est le pavot, c'est-à-dire l'opium. C'est la seule substance qu'on utilise qui ne soit pas un placebo. Le premier médicament de l'histoire, c'est le XVIIIe siècle, c'est la comtesse de Chinchon qui l'a importé, c'était l'écorce de quinquina, c'est-à-dire la quinine. Parce que même le pavot, à l'époque, on donnait pour tout, n'importe quoi, donc c'était pas un médicament, parce qu'il n'y avait pas d'indication revendiquée. Là, par contre, l'écorce de quinquina, la quinine, c'était un anti-fièvre, donc c'est le premier médicament de l'histoire. Mais on peut dire en gros que Molière n'avait pas tort de se moquer des Diafoirus et autres utilisateurs de la table cuisine, puisqu'il n'y avait que du placebo jusqu'au XXe siècle. Je mets à part évidemment la chirurgie, puis toute la bobologie par rapport aux entorses et ces choses-là. Donc, le fait que les médecins aient utilisé du latin cuisine, qu'ils se la pétaient beaucoup, qu'ils étaient beaucoup dans le bluff, est-ce qu'on peut dire que c'est suffisant pour en faire des instruments d'une secte? Parce qu'au fond, il n'y avait rien de scientifique, et ils prenaient des sous, et tout le monde devait y croire. Hein. Rappelez-vous, dans Don Juan de Molière, le serviteur dit à Don Juan, comment, monsieur, vous êtes un croyant aussi en médecine, ce qui était quand même absolument extraordinaire à l'époque, être un croyant en religion et en médecine. On voit bien que, donc, que la question de la croyance est une chose importante dans la pratique médicale. Donc, est-ce que les médecins se sont adonnés pendant 2500, 2600 ans à des pratiques sectaires? On peut se poser la question, parce qu'au fond, si vous regardez la théorie des humeurs, hein, depuis Hippocrate jusqu'à bien le XVIIIe siècle, il en reste même des séquelles, puisqu'on voit bien que le mot hormone a remplacé le mot humeur dans l'esprit du public, mais qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ben, les 4 humeurs, selon Hippocrate, Aristote, selon Galien,
c'était une foutaise extraordinaire, c'était que des fataises, il n'y avait strictement rien de scientifique dans les 4 humeurs, notamment la mélancolie, hein, cette humeur noire, n'a jamais existé, c'était une pure construction intellectuelle, mais vous n'aviez pas intérêt à dire le contraire, sinon de toute façon vous n'aviez pas votre diplôme et vous étiez viré de la faculté, voire vous étiez brûlé. Parce que l'Inquisition n'aimait pas non plus qu'on critique ce genre de choses canoniques. Là, je suis sérieux, il ne fallait pas. Et Rabelais, qui a beaucoup critiqué tout ça, disait, bon, je ne vais peut-être pas trop insister, parce que ça sent vite le roussi. Et quand il disait le roussi, c'était assez clair dans sa tête. Donc, est-ce que les médecins sont des sectaires lorsqu'ils utilisent des croyances scientifiques totalement fausses et qu'ils les imposent à leurs patients? Ben, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, c'est de la manipulation mentale, parce qu'il n'y a rien de scientifique, que finalement, on prend de l'argent à des gens avec finalement un bénéfice qui est mince. Non, pourquoi? Parce que l'intentionnalité n'a rien de sectaire. Et qu'à l'époque, on n'était pas du tout dans une démarche d'une médecine efficace. La question n'était pas là. La thérapeutique était complètement secondaire. La mission du médecin, c'est Ambroise Paré qui l'a bien dit, il n'était pas médecin, il était chirurgien barbier, c'était presque pareil. Il disait « Je le pensais, P-A-N, Dieu le guérit ». Donc le médecin n'était qu'un intermédiaire entre un patient, hein, vous savez qu'un patient, à la Renaissance, c'était un condamné à mort dans l'attente de son exécution. Alors je veux dire, on est tous des patients, mais pas très pressés quand même. Donc, le médecin était l'intermédiaire entre le patient, impuissant, et une divinité éventuellement bienveillante. Il n'avait que ce rôle d'intermédiaire. Donc le médecin, lui, son rôle, c'était diagnostic, pronostic, consolation. Diagnostic, bon, un cerf, un vilain, un seigneur vient, il a mal au ventre. C'était très bon clinicien, il le palpait, et puis soit il trouvait un truc à la palpation qui lui plaisait pas bien, soit au contraire, il trouvait que s'il avait une diarrhée, qu'il avait mangé un truc pas catholique la veille. Donc dans le deuxième cas, il disait, écoutez, c'est pas grave, un peu de diète, 2-3 tisanes d'herbe, et puis dans 2 jours, vous verrez, vous retournerez joyeux dans vos champs, si c'était un cerf. Et puis parfois, il trouvait une tumeur, ça lui plaisait pas bien, et il disait, écoutez, mettez vos affaires en ordre, appelez un prêtre, parce qu'on ne peut plus rien pour vous. Donc il avait ce rôle de pronostic, et en principe, parce qu'un médecin est compatissant, il avait le rôle de consolation. Donc c'est vrai que c'était un charlatan en ce qui concernait les purgations, les saignées. C'était en même temps un médecin avec tout l'honneur qui s'attache à ce titre en ce qui concernait le diagnostic, le pronostic et la consolation. On sait bien que la médecine pouvait ne pas être anodine et que ces purgations et ces saignées étaient drôlement toxiques. Il y a une étude qui a été faite à Marseille, parce que je suis quand même allé voir ce qui s'est passé dans votre belle ville. En 1832, il y a eu une terrible épidémie de choléra. Terrible, avec beaucoup de morts. Il y a eu une étude où on a comparé les effets de l'homéopathie et les effets de la médecine classique. L'homéopathie a fait beaucoup mieux. Non pas parce qu'elle était plus efficace, mais parce qu'elle tuait moins que la médecine officielle qui passait son temps à purger des colériques et à saigner, à saigner. Donc là, en fait, c'était par défaut que d'une certaine manière, les homéopathes ont moins tué de gens que les médecins officiels. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'un médecin pourrait lui-même, à son insu, alors qu'il croit faire du bon boulot, se livrer à des dérives sectaires? Prenez par exemple un homme comme Linus Pauling, double prix Nobel, chimie et de la paix. Et ce mec, qu'est-ce qu'il fait? Il publie un livre, comment éviter d'attraper la grippe, le rhume, par un prix Nobel. Il ne dit pas qu'il n'est pas prix Nobel de médecine, par un prix Nobel. Argument d'autorité, gourou. Et là, il explique, Linus Pauling, qu'en fait, il ne faut pas donner de médicaments exogènes qui ne viennent pas du corps humain, mais qu'il faut tout traiter avec des produits qui viennent de préférence du corps humain, en tout cas de la nature. Et d'après lui, la vitamine C à très haute dose, c'est une panacée, c'est quelque chose qui va tout soigner, le cancer, la schizophrénie, et surtout donc le rhume et la grippe. Donc les gens, c'était quand même un prix Nobel, certes ils ne connaissaient rien à la médecine, donc probablement pas plus que ma concierge, mais était prix Nobel, donc on ne pouvait quand même pas ne pas respecter ce qu'il disait. D'ailleurs, ça a fait la fortune d'un tas de laboratoires depuis cette époque. On a fait des études, et c'est très simple, on a pris une assemblée de gens en bonne santé, vous par exemple, à l'automne, donc en ce moment, on a tiré au sort, par exemple,
toutes les personnes qui sont à gauche vont recevoir de la vitamine C à une dose constante pendant tout l'automne-hiver jusqu'au début du printemps, et tous ceux qui sont à droite vont recevoir un placebo de vitamine C. C'est un double aveugle, ni vous, ni moi ne savons qui prend quoi. Et puis l'étude est d'une simplicité biblique, et bien au printemps on compte le nombre de grippes et de rhumes. Bon, ça a été fait, on n'a pas trouvé tellement de différence pour la grippe, mais alors pour le rhume, il y a eu quand même une nette différence en faveur du groupe vitamine C. Donc on s'est dit, génial, Pauling, c'est vraiment un génie, on va lui filer la 3e prix Nobel, vous vous rendez compte, il arrive quand même à des trucs avec sa vitamine C. Puis il y a toujours des mauvais esprits. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé les dossiers. Et puis finalement, ils ont fait 4 catégories. Ceux qui ont eu de la vitamine C et qui étaient persuadés d'avoir eu de la vitamine C, on les oublie. Ceux qui ont eu de la vitamine C, qui étaient persuadés d'avoir du placebo, ceux-là on les garde. Ceux qui ont eu du placebo, qui étaient sûrs d'avoir eu du placebo, on les oublie. Ceux qui ont eu du placebo, qui étaient sûrs d'avoir la vitamine C, ceux-là on s'y intéresse. Et on compare les résultats. Et bien qu'est-ce qu'il en ressort? Ceux qui ont eu du placebo, qui étaient persuadés d'avoir la vitamine C, ils ont eu nettement moins souvent le rhume que ceux qui ont eu la vitamine C, mais qui étaient sûrs d'avoir eu du placebo. Donc on voit qu'à partir d'une théorie fumeuse, Linus Pauling, mais quand même avec un bel habillage scientifique, eh bien, en manipulant les gens, en les mettant dans des considérations expérimentales, on arrive à prévenir le rhume, simplement par leur conviction. Mais c'est le plus important quand même, c'est la conviction du médecin. Par exemple, il y a une très belle observation qui a été faite par le Dr Wolf. Le Dr Wolf, c'est un interniste américain de très haut niveau, d'une grande honnêteté et d'une curiosité scientifique insatiable. Un homme indiscutable. Et ce Dr Wolf, qu'est-ce qu'il a fait? Il soignait un monsieur qui était asthmatique. Vous savez que l'asthme, c'est une maladie dangereuse qui tue des centaines de personnes par an dans notre pays. Rappelez-vous Barbara. Bref, il y a des gens jeunes qui meurent de l'asthme, c'est une maladie grave. Vraiment organique, même s'il y a des déclenchements psychologiques qu'on classe dans les maladies psychosomatiques, mais éventuellement mortels, comme l'ulcère, qui peut se perforer, qui peut être mortel. Il ne faut pas s'imaginer que parce que c'est psychologique, il n'y a pas de traduction biologique. En fait, biologie, ça veut dire discours sur la vie. Un psychanalyste est un biologiste, sans le savoir, d'une certaine manière. Donc, le docteur Wolf, il soignait depuis 18 ans un asthmatique qui faisait des crises extrêmement sévères, très inquiétantes. Et rien ne marchait. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait la théophiline, mais c'était à peu près tout. Et un jour, il voit dans la littérature qu'il y avait un médicament, pas encore commercialisé, qui paraissait extrêmement prometteur. Il écrit au laboratoire, « Monsieur le laboratoire, j'aimerais que vous m'envoyiez à titre compassionnel, humanitaire, des échantillons, parce que j'ai un patient qui m'inquiète beaucoup. » Il reçoit les échantillons, il les prescrit, comme d'habitude aux patients, le lendemain il guérit. Plus une crise d'asthme. Et pendant 15 jours, pas une crise d'asthme. Il dit, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, c'est un effet placebo. Il réécrit, monsieur le laboratoire, pourriez-vous m'envoyer des placebos de votre substance, même présentation? Il les donne pareil. Le lendemain, rechute complète. 15 jours, il recommence ses rechutes. Et comme il était têtu, il a fait quand même 5 périodes. 3 périodes de 15 jours sous produits actifs, 2 périodes de 15 jours sous produits placebo. Et chaque fois, guérison, chaque fois, rechute. Ce qui fait qu'au bout de ces 5 fois 15 jours, il écrit, monsieur le laboratoire, je peux dire raisonnablement que chez ce patient, on peut considérer que votre produit est efficace. Il reçoit la lettre, cher Dr Wolf, depuis le début, vous n'avez que du placebo. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de considération? Ça veut dire, une chose que vos mamans vous ont dit, c'est que c'est très vilain de mentir. Mais la deuxième chose aussi, c'est que techniquement, le médecin ne doit pas mentir. Pourquoi? Parce que les médecins, ce n'est pas des comédiens, ce n'est pas des professionnels du mensonge. On peut supposer que quand il y croyait, le mec Wolf, il y allait quoi. Et puis quand il pensait donner un placebo, il devait hausser les sourcils, il y avait peut-être les commissures des lèvres qui s'abaissaient. Bref, le patient, il devait capter un message à chaque fois. Et donc, on peut supposer que le simple mimique du médecin a complètement transformé la condition de cet asthmatique. Et là, je pourrais vous citer des dizaines d'études sur des placebos impurs, c'est-à-dire des substances, je vais être gentil, qui n'ont pas prouvé leur efficacité, donc le magnésium, la vitamine C, des trucs pour la circulation, des trucs pour la mémoire,
Et là, pareil, chaque fois que le médecin est convaincu, en principe ça marche, parce qu'il transmet sa conviction, et s'il n'est pas convaincu, ben, ça ne marche pas. Alors, évidemment, on pourrait dire, mais bon, secte, vous êtes gonflé, mais franchement, une secte, il faut qu'il y ait un gourou, puis il faut qu'il y ait un comportement, il faut qu'il y ait une manipulation mentale, et il faut qu'il y ait une ponction d'argent, bref, une aliénation de l'individu. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que dans le comportement du médecin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation? Alors, pour essayer de comprendre ça, je vais vous demander dans la peau d'un martien qui descend de sa soucoupe volante et qui décide de faire une thèse d'anthropologie sur une tribu particulière qui est celle des malades et de leurs thérapeutes. Donc vous suivez, vous êtes le martien, vous avez vos petites antennes vertes, et vous voyez un kidam dans la rue, un citoyen qui se promène, tout d'un coup il a mal au ventre. Donc inquiet, il regarde dans cette rue et il voit un rectangle en cuir d'une taille encadrée par l'ordre des médecins, docteur machin, médecin généraliste. Il sonne, non sans s'être aperçu qu'il n'est plus un citoyen, mais qu'il est devenu un patient ou un assuré ou un assujetti selon le point de vue qu'on lui accorde. Il a déjà changé d'identité. Il sonne, et là, il y a un monsieur qui ouvre, et on voit qu'il porte une espèce de vêtement sacramentel qu'on appelle une blouse blanche, et qu'autour de cou, il a un collier avec une espèce de gris-gris argenté qu'on appelle un stéthoscope. Et là, ce personnage, on doit lui dire « Bonjour, docteur ». Il y a très très peu de métiers où le titre précède toujours le nom. Vous allez me dire, bon, il y a les avocats, il y a les notaires, il y a les ambassadeurs, certains nobles, mais quand même globalement, en dehors du métier, si vous dînez en ville, ben, le notaire, on va dire asseyez-vous monsieur, l'avocat, on va dire asseyez-vous monsieur, et le médecin, asseyez-vous docteur. Et ça reste. Et rappelez-vous Jules Romain, Knock, eh bien Knock, qui était le roi des charlatans, qui avait tout compris de l'effet placebo, mais malheureusement, lui, il était dans une dérive thérapeutique, voire sectaire, parce que l'objectif, c'était pas d'aider son prochain, mais c'était de piller des sous. Eh bien, Knock exigeait qu'en toutes circonstances, même sa famille, même ses amis, en toutes circonstances, il exigeait qu'on l'appelât docteur, parce qu'il avait repéré que cette distance un peu sacramentale augmentait l'efficacité de ce qu'il prescrivait. Donc, vous rentrez, vous suivez le docteur, vous vous installez dans un bureau qui en général est très codifié. Si vous êtes dans les beaux quartiers, il va être Empire, en acajou. Si vous êtes en HLM, il va être plus Formica, mais il est assez codifié. Et puis là, vous commencez donc le premier acte de la consultation, parce qu'on consulte, hein, de même on honore, on ne paye pas un médecin. Premier acte de la consultation, c'est la traduction simultanée. Docteur, j'ai mal au ventre. C'est peut-être des gastralgies. Ouais, mais j'ai plus mes règles. C'est sûrement une aménorrhée. Et mes maux de tête, c'est des céphalées. Donc, au fur et à mesure de l'entretien, vous êtes projeté dans une espèce de monde parallèle qui fait que, bon, tout ce que vous dites, c'est un peu interprété, ça change, et vous êtes déjà un petit peu dans une autre dimension. Deuxième acte de la consultation, la danse sacrée. Le patient, en principe dans le plus simple appareil, se met dans une posture de soumission, c'est-à-dire allongé. Il n'y a que le médecin qui a le droit de faire ça, hein, d'allonger quelqu'un tout nu. Les autres, c'est défendu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il tourne autour et il regarde, il percute, il auscule, il peut pénétrer. S'il est chirurgien, il peut même amputer. Il est le seul également, pénalement, à avoir ce droit-là. Troisième acte de la consultation, le parchemin sacré. Alors, le parchemin sacré, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà regardé le soin avec lequel les médecins choisissent le papier, le filigrane, la calligraphie de l'entête, le nombre de diplômes et de spécialités qui deviennent d'ailleurs de plus en plus exotiques de nos jours, hein, on voit vraiment des spécialités extraordinaires maintenant. Parfois même il y a les médailles, la Légion d'honneur, le mérite en dessous. Puis s'il reste un peu de place, eh bien le médecin, systématiquement, et je l'ai vérifié en Chine, je l'ai vérifié dans les pays arabes, le médecin écrit de manière illisible. Seul son acolyte, le pharmacien, a le droit de se déchiffrer l'écriture sacrée. Et s'il se plante, qu'il fait une faute d'orthographe à votre nom, qu'il se trompe de date,
vous n'avez pas le droit, là non plus c'est pénal, vous n'avez pas le droit de modifier l'ordonnance. Hein, vous devez retourner et faire modifier par le médecin l'orthographe de votre nom. Ce qui est quand même plus sacré tumeur. Et donc, le médecin écrit de manière illisible un texte que seul le pharmacien peut avoir le droit de déchiffrer, et on arrive à des scènes hallucinantes où on voit des vieilles dames qui ont une cataracte, qui n'arrivent pas à déchiffrer l'ordonnance, et le pharmacien, de sa belle écriture de potard, va écrire en calligraphie sur la boîte: prenez 3 comprimés, madame, de ce du matin, midi et soir. Parce qu'il faut qu'il y ait un intermédiaire là, entre le prêtre et son patient. Donc vous voyez qu'en plus, on manipule quand même des produits assez dangereux, les médicaments, qu'ils sont écrits de manière illisible. Il faut absolument toujours préserver cette distance sacramentelle, et qu'en plus, ce qui est écrit, là encore, on est quand même dans des choses un petit peu particulières. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas vraiment beaucoup de médicaments, et donc, quand on était malade, on faisait des pèlerinages. Et les pèlerinages travaillaient beaucoup sur le calembour. Par exemple, si vous boitez, vous allez voir, tiens, qui vous allez voir si vous boitez au Moyen-Âge? Voilà, non, pas du tout. Non. Si vous boitez, c'est Saint-Claude, claudication. Si vous avez une maladie de peau, vous allez voir, vous allez trouver quand même, madame, voilà, c'est Saint-Cloud. Bon, je vous laisse une dernière chance. Si vous avez une maladie du cuir chevelu, vous allez voir qui, et je vous jure que c'est vrai. Vous allez voir qui. Vous avez trouvé? Ah non, il n'y a pas de Saint-Chauve. Non, ça n'existe pas. Pourtant, c'est un petit nom charmant. C'était Saint-Ignace. Je vous jure que c'est vrai. Quand vous aviez des hémorroïdes, vous alliez voir Saint-Fiacre. J'ai mis longtemps à comprendre, et j'ai fini par réaliser que quand vous aviez mal à cet endroit-là, c'était un type de transport qui devait être assez pénible. Donc, vous voyez que le calembour était utilisé. Donc, évidemment, vous allez dire, ouais, mais c'est le Moyen-Âge, c'est loin de nous. Plus près de nous, vous regardez les fleurs de Bach. Jolie dérive thérapeutique. On guérit toutes les maladies grâce aux fleurs. Là aussi, on est sur le calembour. Par exemple, si vous avez les jambes qui remuent toutes seules, qu'est-ce que vous allez prendre comme fleur? Les impatiences, tout à fait. Si vous êtes claustro, qu'est-ce que vous allez prendre? Un jeu de mots anglais, vous allez prendre des noix. Walnut, the wall. Bref, on est toujours dans le calembour, mais la médecine officielle ne fait pas très différemment, parce que si vous avez, par exemple, beaucoup de fatigue et vous êtes déprimé, vous allez avoir du Survector, du Surhélène, du Prozac, de l'Ascensil qui vous mène au paradis sanitaire. Par contre, si vous avez une cataracte, vous avez du Catarstat. Si vous avez un glaucome, c'est du Glaucosta. Si vous êtes anxieux, c'est Resta, sérénité, stabilité. Donc on est tout le temps à invoquer la maladie et évoquer la guérison, exactement comme font les sorciers en Afrique et comme font beaucoup d'ethnies, l'ethnie occidentale n'étant pas du tout différente des autres. Et par exemple, un des plus rigolos, c'est le Viagra. Est-ce que vous savez d'où vient Viagra? Le mot Viagra, comment il a été forgé par les publicistes? Viagra, c'est Vigueur Niagara. Parce que Niagara, c'est le lieu des voyages de noces en Amérique du Nord. Et Viagra a eu du mal à s'imposer en Europe, parce que finalement, ça ne parlait pas beaucoup. Il l'aurait appelé Vianis, peut-être que ce serait parti beaucoup plus vite. On voit qu'il faut que ça parle, mais qu'on est quand même dans une évocation complètement magique de la guérison. Si on regarde également ce qui est prescrit, ce qu'on voit, c'est que la symbolique a toujours énormément d'importance. Par exemple, la couleur, parce que vous avez déjà regardé les couleurs des médicaments. Il y a une étude qui a été faite avec un anxiolytique classique, 2 groupes, le même produit vert et le même produit rose. Même posologie. Eh bien, le rose est plus efficace que le vert. Ça marche mieux. Il y a plus d'efficacité avec le même dosage. Et du coup, les laboratoires ont, alors c'est de moins en moins vrai ce que je dis, mais quand même, les laboratoires ont beaucoup passé de temps à essayer de trouver la bonne couleur pour la bonne maladie. Ce qui est amusant, c'est que quand vous allez à Lomé, au Togo, et que vous regardez ces énormes sacs en plastique remplis de gélules multicolores arriver au bout d'improbables périples humanitaires, et qu'elles vendent comme ça sur le marché, elles te disent, tu prends celui de telle couleur, c'est pour telle chose.
telle autre couleur c'est pour telle autre chose. Et j'ai regardé, ça colle assez bien en fait, la symbolique africaine. On couvre relativement bien la symbolique des publicistes occidentaux. Et donc, par exemple, le jaune safran, ou plutôt le jaune fluo, ça va être plutôt, le rouge fluo, c'est plutôt pour les gens fatigués. Le rose, c'est plutôt pour l'anxiolyse. Le bleu, c'est plutôt pour le sommeil. Et une symbolique qui m'échappe, mais le marron est plutôt digestif. Donc on voit vraiment que ça joue tout le temps. La taille du comprimé a été très étudiée. Pour le public, l'étalon, c'est un comprimé blanc, rond et bête, comprimé d'aspirine. C'est l'étalon, c'est celui qui marche le moins bien. Mais si vous prenez un énorme comprimé, une gélule difficile à déglutir, on va penser qu'elle contient énormément de substances et donc il va être très efficace. Ou au contraire, le micro-comprimé minuscule, c'est celui que les Parkinsoniens aiment tant avoir à couper en deux, le minuscule comprimé est supposé contenir une toute petite quantité d'une substance extraordinairement puissante. Hein. Et on est toujours, alors là on est dans la symbolique du nain surpuissant. Rappelez-vous Toulouse-Lautrec qui était tout petit, qui se comparait à une théière avec un énorme bec perceur. Donc le nain est supposé très puissant. La forme, par exemple, le Lexomil. Le Lexomil, en France, il a la réputation d'être facile à sevrer. Alors que si vous allez en Allemagne, en Italie, en Angleterre, c'est un anxiolytique comme les autres. Pourquoi? Parce qu'en France, il est comme les cheveux, on peut le couper en quatre. Et donc, on est supposé pouvoir l'enlever très lentement, et donc, il a une bonne réputation. Alors que d'un point de vue substance, c'est exactement la même chose. Donc, je pourrais en fait vous énumérer toutes les formes, tout ce qui va faire que, dans la médecine, on est loin de pouvoir résumer la thérapeutique à la chimie, et que toutes ces manipulations, pardon pour le mot, modifieront complètement l'efficacité. En matière de douleur, par exemple, il a été montré que l'effet placebo des antalgiques varie entre 4% et 86%. Vous vous rendez compte? C'est énorme. 4%, en fait, c'est pour la douleur expérimentale. Hein, par exemple, vous êtes des étudiants en médecine, vous venez dans mon laboratoire pour étudier un médicament nouveau contre la douleur, et vous faites ça pour les sous. Et donc vous savez que on vous fait avaler un comprimé ou du placebo, et puis on va vous infliger une petite douleur électrique, par exemple une douleur chimique ou une température. Mais vous savez que si vous faites ça, tac, ça s'arrête immédiatement. Pourquoi vous vous emmerderiez à développer un effet placebo alors qu'en faisant ça, vous arrêtez la douleur? 4% d'effet placebo dans la douleur expérimentale. Par contre, dans les douleurs qui font peur, celles où on a peur de mourir, par exemple l'angine de poitrine, la colique néphrétique, le placebo, on est à plus de 80% d'efficacité. Donc c'est vraiment la douleur très douloureuse, très inquiétante. Hein, angor, ça veut dire angoisse, comme même angine de poitrine, c'est la même étymologie. Et bien là, le placebo est extraordinairement efficace, à tel point que dans l'histoire du traitement de l'angine de poitrine, on trouve des publications extraordinaires, chaque fois avec 70%, 80% d'efficacité, jusqu'au jour où on trouvait que ça faisait pas mieux que le placebo, et là ça s'effondrait. Et un jour on est même arrivé à proposer, c'est les Italiens qui avaient proposé une chirurgie extraordinaire qui était la sténose de l'artère mammaire interne. C'était vraiment de la chirurgie lourde, hein. On ouvrait le thorax, on clampait l'artère mammaire, et comme ça on disait ça va faire une surpression dessus, il y a des circulations collatérales qui vont se développer et qui vont irriguer le myocarde. Donc ça a été fait, et il y a eu des résultats fabuleux. Et d'autres équipes se sont mis, il y a eu un succès planétaire, les plus grandes revues, même Sélection, c'est vous dire, se sont mis à publier là-dessus, jusqu'au jour où il y a une équipe allemande et une équipe américaine qui se sont mis de la partie, et qui ont dit, écoutez, quand même, il y a eu un certain nombre de morts sur la table d'opération avec cette intervention-là, il faut faire attention avant de généraliser ce type de pratique. Et donc, ils ont pris des patients, ils les ont tirés au sort. Le chirurgien ne pouvait ouvrir le papier du tirage au sort qu'une fois le patient endormi. Donc, on leur disait, vous allez avoir l'opération, ils étaient tous endormis. Une fois endormi, le chirurgien savait ce qu'il devait faire, soit il faisait une incision superficielle de la peau qui recousait, soit il faisait l'intervention chirurgicale vraie. On ne peut plus le faire dans plus de 2 jours, mais à l'époque ça s'est fait.
vous allez dire c'est un peu dégueulasse quand même, il y a des gens qui ont été anesthésiés et qui ont eu une cicatrice toute la vie, mais c'est vrai que ça a sauvé probablement des centaines de vies humaines. D'un point de vue individuel, ce n'est pas du tout éthique, d'un point de vue collectif, ça l'était. C'est très compliqué. Bref, il y a des gens qui ont eu une opération placebo et des gens qui ont eu une opération vraie. Et au bout de 6 mois, on a regardé les résultats, pas de différence entre les deux groupes. Un patient a été amélioré du point de vue de l'électrocardiogramme, manque de peau, il était dans le groupe placebo. Donc là, encore une fois, on voit que la conviction, il y avait eu beaucoup de publications là-dessus, tout le monde pensait que c'était vraiment la survie assurée, et ça ne marchait pas. Alors, comment on pourrait arriver à éclaircir ce que je vous dis, cette masse d'informations que je vous donne, et au fond, est-ce qu'il y a des médecins patentés qui, à leur insu, peuvent se comporter de manière un peu sectaire? Alors je vais être un peu dans la provoque, mais vous commencez à me connaître un peu. Prenons par exemple l'homéopathie. L'homéopathie, comme la psychanalyse, c'est une religion révélée. C'est-à-dire qu'il y a un texte fondateur, Hahnemann, Freud, et est excommunié toute personne qui ose s'opposer. Rappelez-vous, Freud, le nombre de gens qu'il a excommuniés, c'est absolument incroyable. De Jung, il y a Otto Rank, presque tout le monde a été excommunié parce qu'il n'était pas dans le droit fil. Il n'y a qu'un hérétique que Freud n'a pas connu, et pour cause, qui est Lacan, qui a pu finalement faire Florès après, mais qui lui-même s'est mis à excommunier. J'ose pas les qualifier. Bref, vous avez une religion révélée, vous avez un texte fondateur, et si vous vous placez du point de vue de Karl Poppers, qui est un épistémologue très connu, il disait finalement une démarche n'est scientifique que si elle est réfutable et si elle a une puissance explicative limitée. Et Poppers, qui vivait à Vienne au début du siècle, il avait rencontré deux personnes, c'était Freud et Einstein. Freud qui était au sommet de sa gloire, ou presque, et Einstein qui était un mathématicien inconnu. Et il disait finalement, si j'y réfléchis bien, je pense que Freud n'a pas une démarche scientifique, mais que Einstein en a une. Pourquoi? Parce que Freud, c'est vrai que la psychanalyse explique tout. Vous pouvez tout expliquer. Elle n'est pas réfutable. Freud, si vous regardez ses textes, et je ne suis pas anti-psychanalytique, je ne sais pas du tout ce que je voudrais que vous reteniez de ce que je vous dis. Dans ma pratique, je m'en sers beaucoup, mais c'est vrai que je suis contre les sectataires de Freud, qui existent et qui sont nombreux. Donc, si vous regardez les textes de Freud, il avait une patiente, il faisait une interprétation. Si la patiente était d'accord, c'est que l'interprétation était exacte. Mais si la patiente n'était pas d'accord, c'est qu'elle avait des résistances. Donc en fait, l'interprétation de Freud n'était jamais réfutable, et on voit qu'ensuite il y a eu des applications de la psychanalyse à la psychose, à l'histoire, à la littérature, à l'art, absolument à tout. Puissance explicative infinie, non-réfutabilité. Pour Poppers, ce n'est pas une science. Alors que la théorie de la relativité, c'est complètement réfutable, et c'est loin de tout expliquer. C'est donc scientifique. Et on voit donc que cette pratique d'autorité, qui est beaucoup sur l'explication de tout, peut, et j'étais content que mon prédécesseur à cette tribune cite quand même les psychanalytiques parmi les gens à risque, c'est comme ça. De même, si vous prenez la psychanalyse, et là aussi, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis contre la psychanalyse, au contraire, je soutiens la psychanalyse, l'homéopathie, excusez-moi, pour le lapsus, je soutiens l'homéopathie aussi. Pourquoi? Malgré certaines dérives sectaires, pour une raison simple, c'est que vous avez finalement deux types d'homéopathes. Ce sont des médecins diplômés, patentés, même si l'homéopathie, aussi bien l'ordre que l'université, a eu un peu de mal à l'admettre, mais quand même si c'est dans les petits coins de la faculté, il y a des diplômes universitaires d'homéopathie. Imaginons que, encore même exemple, vous avez mal au ventre. Vous allez voir un homéopathe. L'homéopathe, en principe, sont très bons cliniciens. Il vous examine et il trouve, en vous examinant, une défense. Il dit, ça c'est une appendicite, il envoie au chirurgien. Il palpe une masse qui ne lui plaît pas, il envoie au centre anticancéreux. Et puis il trouve une douleur, une diarrhée, des choses comme ça, il se dit c'est une colopathie fonctionnelle, et là il traite. Et il fait bien. Et il traite même mieux que la médecine allopathique, parce que la médecine allopathique, on voit bien qu'elle est nulle dans tout ce qui concerne les maladies fonctionnelles. Vraiment, elle n'a
rien à vendre dans ce domaine-là. Elle fait bien dans les maladies dures, pas dans les maladies fonctionnelles, la médecine conventionnelle classique. Donc, un homéopathe correct, il fait son diagnostic, il oriente quand c'est organique, évolutif, dangereux, puis il traite quand c'est fonctionnel. Et là, c'est correct. Mais malheureusement, on a tous connu des homéopathes qui traitaient tout et qui pouvaient évidemment amener au cimetière un certain nombre de patients. Pourtant, je suis pour l'homéopathie, pour une raison simple, c'est que, comme je vous le disais, je pense que la médecine allopathique n'a rien à proposer, ou presque, en matière de maladies fonctionnelles. Et que très souvent, on voit en termes, par exemple, colopathie fonctionnelle, les médicaments allopathiques font en général plus de mal que de bien. De même, en matière d'insomnie, je suis un spécialiste du sommeil, donc je connaissais bien cette question-là, en matière d'insomnie, en matière de fatigue chronique, en matière de fibromyalgie, en matière, enfin bon, dans beaucoup de maladies fonctionnelles, on voit bien que très souvent le remède est pire que le mal. Alors que l'homéopathie, qui est probablement la meilleure manière d'optimiser l'effet placebo, elle est importante dans le champ médical. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, à partir du moment où il n'y a plus une seule molécule, vu la loi d'Avogadro, dans les remèdes qui sont proposés, on a du mal, et aucune étude d'ailleurs n'a jamais démontré quoi que ce soit d'objectif dans l'homéopathie, on a du mal à penser qu'on a une action pharmacologique. Mais en revanche, l'homéopathe, c'est quelqu'un qui a une vraie conviction. C'est quelqu'un qui respecte la personne, c'est-à-dire qu'il traite comme un tout et qui ne traite pas comme un organe. Je me rappelle une vidéo, on voyait un chirurgien spécialiste du genou, il disait bonjour au genou, il serrait la main du genou, il s'adressait au genou pendant toute la consultation, il caressait le genou, puis à la fin il resserrait la main du genou. Il n'y a pas un seul regard sur la personne pendant toute la consultation. Ça s'appelle la médecine d'organe. Les homéopathes, ils ne font pas ça. Troisièmement, ils sont dans le partage des connaissances, parce qu'ils croient ce qu'ils font, et donc ils expliquent beaucoup. Quatrièmement, ils passent plus de temps. Cinquièmement, ils prennent un peu plus de sous. Sixièmement, ils donnent une forme galénique très spéciale, une petite perle sous la langue de sucre, il ne faut surtout pas prendre de menthe avec. Septièmement, il y a des noms extraordinaires. Et donc tout ça, c'est des conditions parfaites pour optimiser l'effet placebo. Donc on a besoin qu'il y ait des médecins patentés, diplômés, qui s'emparent du champ de la placebothérapie. Parce que sinon, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir des gourous, ils vont aller voir des guérisseurs, qui certes sont très bons pour l'effet placebo, on a tous connu des rebouteux, des penseurs, des sorciers qui font très bien, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de diplôme, et donc jusqu'à preuve du contraire, le diplôme c'est quand même ce qui permet le mieux de faire un diagnostic et un pronostic. Et donc avoir des passes magnétiques sur une colopathie fonctionnelle, ça marche sûrement, mais si c'est une appendicite ou un cancer, ça craint un peu. Donc je crois que l'homéopathe, comme le psychanalyste, à partir du moment où son objectif, et c'est peut-être là que j'ai un tout petit peu différencié de l'orateur précédent, je pense que quand même ce qui compte c'est l'objectif. Si son objectif, finalement c'est d'aider son prochain, c'est-à-dire de traiter son prochain en se référant à l'état de la science, à l'état des lieux scientifiques d'une pathologie. Son diplôme, du coup, devient valable. C'est pour ça que je posais tout à l'heure un peu vicieusement la question. Le diplôme est vraiment une protection pour le patient, pour le public, à partir du moment où l'objectif, c'est vraiment de soigner qu'il y a une conscience, comme ça a été dit tout à l'heure. En revanche, à partir du moment où, style Knock, on est dans la manipulation, on est dans le bluff, on essaye d'aider les gens, mais juste pour se faire des sous, ou juste pour les enrôler dans une secte, et je vous ai dit, parfois l'homéopathie, parfois la psychanalyse sont des siestes, et bien là, évidemment, on est dans une dérive qui est terrible, d'autant plus que, comme je vous l'ai expliqué, c'est extrêmement facile de démontrer les choses, parce que les gens s'imaginent que parce que c'est organique, c'est vrai. Rappelez-vous, lorsque à la Salpêtrière, il y a quelques années, il y avait un grand médecin qui prenait une hystérique, il l'hypnotisait, et il mettait une pièce d'argent sur sa main et il lui disait cette pièce est chauffée au rouge et d'ailleurs je commence à avoir des cloques dessus et la patiente se réveillait et au réveil, eh bien, elle voyait qu'effectivement il y avait une rougeur, il y avait des cloques uniquement par la persuasion. Donc c'est très facile en fait de bluffer les gens, c'est très facile de les globules blancs à la tension artérielle.
Malheureusement, quand on est malade, on a tendance à être beaucoup plus vulnérable, à être beaucoup plus à la merci des gens, surtout s'ils ont une notoriété. Et donc là, je vais encore me référer, comme tout à l'heure ça a été dit, je pense profondément que science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Je vous remercie. L'effet placebo, puisque donc ça rentrait dans le domaine que je traite. La différence étant que je ne suis pas médecin, donc je ne prends pas les médecins comme ils sont. C'est-à-dire que je comprends très bien votre raisonnement dans la mesure où vous prenez les médecins comme ils sont. Moi, je pense qu'on peut les changer. Donc je ferai plusieurs remarques. La première remarque, c'est que vous globalisez l'effet placebo, un peu comme l'avait fait Beecher ou Haas, c'est-à-dire ce qui est quand même considéré comme une erreur, puisque l'effet placebo comprend la guérison naturelle. Donc moi je préfère parler d'effets non spécifiques. Moi, je me suis intéressé à ce qui a été publié les dernières années, hein, et non pas, là, vous avez fait tout un historique qui était fort passionnant, hein, qui est effectivement aussi passionnant dans votre livre, mais ces dernières années, il apparaît plusieurs éléments importants qui m'amènent peut-être à conclure différemment. Ces éléments importants, c'est que il faut distinguer fondamentalement l'objet placebo de l'effet placebo, d'abord. C'est-à-dire qu'on n'a nul besoin d'avoir un objet placebo pour faire un effet placebo, plutôt un effet non significatif. Donc, à partir de là, ça change déjà les choses. Deuxièmement, le fait que si on veut avoir l'effet placebo maximum, dans la projection, je regrette de ne pas l'avoir fait avant vous, parce que vous auriez vu les références que j'ai mises, qui sont des gens que vous connaissez. Actuellement, on considère que pour avoir l'effet placebo optimal, il faut l'associer à un traitement réellement efficace. C'est-à-dire que pour moi, cela fait que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la notion comme quoi il pourrait y avoir d'un côté des médecins qui traiteraient chimiquement, comme ils sont actuellement, et puis de l'autre, des médecins qui se chargeraient du placebo. À mon avis, il faut que les médecins se chargent du placebo. C'est là qu'ils auront l'effet maximum, de l'effet non significatif, puisque je déteste le mot effet placebo, dans la mesure où il a une connotation magique, comme si c'était quelque chose qui allait guérir tout à fait spontanément. Et donc ça fait partie des choses qui me distinguent de votre manière de voir. Oui, donc vous avez dit non significatif, je pense que vous vouliez dire non spécifique. Spécifique, pardon. Oui. D'accord, parce que c'est très significatif. Oui, non, spécifique. Donc, pour rectifier un petit peu ce que je pense, c'est clair que globaliser l'effet placebo, comme ça a été fait du temps de Beecher, c'est-à-dire c'est 30% de la médecine, ça n'a pas de sens, puisque c'est vrai qu'il y a des domaines où l'effet placebo d'un médicament actif mineur, tout à fait mineur, pas forcément les maladies auxquelles on pense, mais par exemple le dyskinésie tardive, l'effet placebo, il est quasiment nul. Alors, c'est sûr que sur un coma dépassé, l'effet placebo est assez modeste aussi. En revanche, si vous avez d'autres domaines où l'effet placebo est majeur, je vous parlais tout à l'heure de la douleur où l'effet placebo peut être important, mais même dans le cancer, l'effet placebo a été décrit, dans le sida il a été décrit, donc les maladies organiques ne sont pas exactes. Je pense qu'on doit absolument pas séparer les médecins qui manipulent l'effet placebo et d'autres pas. Bon, c'est clair que je pense profondément que l'homéopathie est respectable, doit être protégée, mais qu'elle ne travaille que sur l'effet placebo. Donc il y a quand même une catégorie de médecins qui est à part là-dessus. Mais que tous les médecins utilisent l'effet placebo le plus souvent à leur insu, mais que les médecins ne sont pas bons dans tous les domaines en matière d'effet placebo. Et c'est facile à comprendre. Hein. Moi, ce qui m'a fait comprendre ça, c'est j'ai une femme qui est ophtalmo. Elle est associée avec une autre ophtalmo. Et il y a une secrétaire qu'elles ont gardée pendant 30 ans, elle vient de prendre sa retraite, qui, de manière, on supposait au début, complètement au hasard, un coup de téléphone pour ma femme, un coup de téléphone pour son associé, comme ça, on aurait pu imaginer qu'elles avaient la même patientèle en ophtalmo. Et bien au bout de 10 ans, elles se sont aperçues que leurs patients étaient complètement différents, qu'elles n'avaient pas du tout le même type de patient, aussi bien au point de vue de la pathologie présentée, que de l'âge, que du sexe, que même des origines ethniques, qu'il y avait des tas de différences entre les deux, qui ont été d'ailleurs passionnantes pour faire une thèse.
C'était pas un hasard, c'était pas une randomisation de la part de la secrétaire. Pourquoi? Parce que la secrétaire, très maligne, au bout de quelques mois et années, s'est rendu compte que l'une des deux faisait très bien. Par exemple, avec les vieilles dames avec une cataracte, et que l'autre faisait très bien avec les jeunes gens, avec un glaucome débutant. Et petit à petit, à son insu, la secrétaire s'est rendue compte qu'il y avait une catégorie de patients avec lesquels l'une des deux faisait bien et l'autre pas. C'est-à-dire qu'elle s'est fondée sur les résultats, donc sur l'effet placebo, de chacune des deux ophtalmos là-dessus. Et là, on le comprend assez bien. Imaginez, par exemple, vous prenez un étudiant en médecine en fin d'études. C'est un étudiant en médecine qui prend son temps, qui est assez mesuré, qui est très raisonnable. Il est dans un stage de gériatrie, son patron lui propose un sujet de thèse de gériatrie. Il bosse, fait une très belle thèse, il s'installe. Et comme c'est un garçon qui sait prendre son temps, quand les vieilles dames viennent le voir, qu'elles enlèvent leurs 2 corsets, leurs 14 gilets, leurs 3 paires de bas, il ne s'énerve pas. Il prend son temps, il saute là-dessus, il les écoute, il est très doux. Avec Xado, il marche moins bien, parce qu'il les gonfle grave avec sa façon de faire. Et donc, petit à petit, les vieilles dames, elles vont être contentes, elles vont dire aux copines du quartier, elles vont venir plus nombreuses, et elles vont aller mieux. Et donc, elles vont lui dire. Et lui, du coup, il va aller dans les congrès de gériatrie, il va se cultiver sur la gériatrie, il va devenir encore meilleur en gériatrie, encore plus mauvais chez les ados. Et il va y avoir un commerce de plaisir. Un placebo, c'est je plairai, je te ferai plaisir, tu me feras plaisir. Rabelais disait c'est une complaisance. Le médecin doit être complaisant, mais au sens latin, c'est-à-dire couple acquéré, faire plaisir avec, se faire plaisir ensemble. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir à un patient? C'est que son médecin guérisse. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir à un médecin? C'est que son patient guérisse. Et donc ce commerce de plaisir entre le médecin et une catégorie de patients fait que ce garçon particulier, il va avoir un effet placebo majeur avec les vieilles dames, et il aura un effet placebo quasiment nul, voire un effet nocebo avec les adolescents. Donc tout ça, vous voyez, en partant d'une petite différence au niveau du caractère, va faire qu'il va sélectionner sa patientèle et qu'il va devenir bon avec cette clientèle qui va se sélectionner. Et vous voyez que même en spécialité, on arrive à des sélections. Donc cet effet non spécifique, que je distinguerai de l'effet placebo, puisque l'effet placebo, si on est puriste, et je vois que vous l'êtes, c'est l'écart entre l'effet du médicament objet attendu et ce qu'on attend. Alors que l'effet non spécifique s'applique à toutes les autres techniques, que ce soit la chirurgie, l'acupuncture, l'homéopathie et les autres. Donc c'est vrai qu'il y a des distinctions. L'effet placebo est un très mauvais terme, ça joue la corde, c'est très mauvais, parce que ça donne une confusion avec le placebo. Le placebo, c'est la poudre de perlimpinpin, c'est rien d'autre. L'effet placebo, c'est je vous prescris de l'aspirine, elle va faire mieux qu'elle n'aurait dû, parce que l'alchimie de notre relation a bien pris, elle va faire moins bien l'effet nocebo que ce qu'elle aurait dû. Donc, on a bien distingué en effet les choses, et je vous remercie d'avoir bien remis les pendules à l'heure. Dernier point, c'est peut-être que plus on s'achemine vers la connaissance, d'après une publication qui vient d'être relativement récente, plus on s'aperçoit que les effets non spécifiques non seulement sont dus au contact médecin-malade, mais sont pour les pathologies qui font appel à l'interprétation par le cerveau. C'est-à-dire... voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, vous faites... il y a eu de très belles publications récentes, notamment dans la maladie de Parkinson, où on voit qu'il y a des patients qui ont une maladie de Parkinson. Donc là, on est vraiment dans l'organique. Il y a une destruction des noyaux gris centraux, ceux qui permettent une transmission de l'influx nerveux par la dopamine. Pardon d'être un peu dans le jargon. Donc vous avez une destruction organique, si vous faites l'autopsie d'un cerveau de Parkinsonien, certains noyaux, c'est une espèce de liquide noirâtre qui montre que les neurones sont totalement détruits. Si vous donnez de la L-Dopa à un Parkinsonien, il va mieux. Donc on prend des patients qui sont Parkinsoniens traités par la L-Dopa, et puis de temps en temps, on leur met du placebo à la place. Et on regarde si ça marche. Et si ça marche ou si ça ne marche pas, on regarde ce qui se passe dans le cerveau, grâce à un outil merveilleux qui s'appelle la caméra appositon, qui permet vraiment d'avoir le fonctionnement du cerveau. Ce n'est pas une photo, c'est un film qui donne le fonctionnement du cerveau, notamment d'un point de vue métabolique. Quels sont les endroits qui marchent très fort, ceux qui sont au contraire au repos. Eh bien, on voit que les Parkinsoniens
qui répondent positivement au placebo de l'L-Dopa, eh bien c'est les mêmes noyaux qui s'allument dans le cerveau que s'ils avaient eu la L-Dopa. Ça s'allume un peu moins fort, mais à peine. On voit bien que ce qui fait que le placebo est efficace, même dans les maladies organiques, c'est que le cerveau interprète le message qui a été donné. Je te donne la L-Dopa, ça va te faire du bien à ton Parkinson. Il l'interprète et il donne l'ordre à la partie du cerveau de réagir positivement. Il y a aussi des études qui ont été faites dans la douleur. Il a été bien montré qu'il y a une augmentation de libération des endomorphines grâce au placebo dentalgique, et que c'est les zones du cerveau où il y a le plus de récepteurs aux endomorphines qui s'allument quand on donne un placebo dentalgique et qu'il marche. Donc là, on est vraiment effectivement dans l'interprétation du message, mais l'interprétation qui va donner un résultat mesurable, quantifiable. Là, on n'est pas vraiment dans l'abstraction, là, on n'est pas dans la symbolique. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant. Par contre, à ma connaissance, personne n'arrive à comprendre comment il se fait que si je vous donne un placebo dentalgique, vous allez faire marcher vos trucs d'endorphine. Si je vous donne un placebo de trucs contre la fièvre, c'est la fièvre qui va marcher. Si je vous donne un placebo anti-parkinsonien, c'est les noyaux centraux qui vont s'allumer. On ne sait pas bien où est la garde triage, probablement au thalamus. On ne sait pas ce qui fait le tri dans le cerveau. Mais maintenant, moi j'en suis absolument convaincu. On sait que le placebo et l'effet placebo, ça passe par de l'organique, ça passe par du biologique, et c'est facile à démontrer.